Je me rappelle, c'était un samedi, le premier samedi du confinement exactement, le 21 mars 2020. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était le premier week-end après que le président Macron nous ait sommé de rester chez nous. On ne savait pas très bien comment on allait travailler. On se posait beaucoup de questions sur la reprise du travail lundi. Et je reçois un appel de la part de mon manager, pas mon maître d'apprentissage, mais du coup son chef. C'est le chaos, tout le monde parle, pour ne pas dire hurle, même le management a du mal à rétablir l'ordre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast PTSD, ils racontent leur crise cyber. Donc après Guillaume qui nous a partagé dans le premier épisode le vécu qu'il a eu dans une crise dans le monde hospitalier, aujourd'hui j'accueille Dan avec qui on va parler d'une crise dans le monde industriel. Bonjour Dan. Bonjour Bastien, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement l'entreprise dans laquelle tu étais au moment de la crise dont nous allons parler aujourd'hui, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis consultant sauvegarde informatique pour des grands groupes. Et à l'époque où j'ai vécu cette crise cyber, j'étais apprenti administrateur sauvegarde dans une grande entreprise dans le domaine de l'industrie. Voilà pour donner un peu plus de détails. J'étais apprenti donc en école d'ingénieur et je me préparais à écrire mon mémoire. Nous étions dans une équipe de 3 personnes, 2 internes et un prestataire. Et j'étais en train de travailler sur mon sujet de mémoire, qui était déménagement d'infrastructures de sauvegarde et plus globalement déménagement de data center. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment tu découvres l'attaque dont on va parler et qu'est-ce qui se passe surtout dans les premières heures tes premières réactions et les premières réactions de l'équipe ? Donc, comment est-ce que nous avons découvert l'attaque ? Je me rappelle, c'était un samedi, le premier samedi du confinement exactement, le 21 mars 2020. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était le premier week-end après que le président Macron nous ait sommé de rester chez nous. On ne savait pas très bien comment on allait travailler. On se posait beaucoup de questions sur la reprise du travail lundi. Et je reçois un appel de la part de mon manager, pas mon maître d'apprentissage, mais du coup son chef. C'était bien la première fois qu'il m'appelait en dehors des heures de travail et surtout un week-end. Et il m'a commencé à me poser des questions sur les différents serveurs de sauvegarde qu'on pouvait avoir sur le site de PRA. Moi, je lui ai répondu un petit peu naïvement, sans trop comprendre la raison de sa question. Et je lui ai demandé, bien sûr, en fin d'appel, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de ces informations ? Est-ce qu'il y a un problème ? Et je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, t'en soucie pas pour l'instant, repose-toi bien, on en reparle lundi. Ouais. Et le lundi, j'en reviendrai un peu dans le détail plus tard, mais je me rappelle que un membre de notre équipe, le prestataire, lui devait veiller ce week-end sur une migration de données qu'on faisait justement pour la préparation notamment du déménagement de data center. Il s'était connecté le vendredi à 21h. Et il avait constaté sur les serveurs de sauvegarde une très très forte consommation de ressources, CPU, RAM, réseau. Forcément, il s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que tout est lent ? Pourquoi est-ce que la connexion RDP ne répond pas ? Pourquoi est-ce que la machine fait autant de choses ? Une migration de données ne devrait pas mettre la machine à genoux. Et c'est en regardant dans les process avec difficulté qu'il s'est rendu compte que il y avait du chiffrement qui était à l'œuvre. Donc tout de suite, forcément, il a remonté l'alerte à mon maître d'apprentissage qui est le chef d'équipe. Et ensuite, l'alerte a été donnée. Mais moi, par contre, je n'étais informé finalement de ce qui s'était passé et de l'impact de ce qui s'est passé que le lundi. Ok. Donc quelles ont été les premières actions qui ont été faites par l'équipe justement sur place ? Ils ont tout coupé, ils ont continué, ils ont essayé de faire du forensics. Comment ça s'est passé ?
Donc connectant lundi avec mon poste de travail improvisé parce qu'à l'époque j'avais pas spécialement l'équipement pour pouvoir me connecter et être confortable chez moi. Pour rappel, c'était la première semaine de confinement finalement. Et donc je vois ce meeting Crisis Room qui commence lundi dès 8 heures du matin. Tout le monde s'y connecte. C'est le chaos, tout le monde parle, pour ne pas dire hurle, même le management a du mal à rétablir l'ordre. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on découvre un peu ce qui s'est passé, qui a fait quoi, etc. Au moment où l'attaque a été détectée et où l'alerte a été donnée, entre ces moments-là, c'était déjà trop tard. Il y a des personnes qui sont allées dans le data center, qui ont commencé à tout débrancher parce qu'ils savaient très bien qu'on ne savait pas à quoi on avait affaire, un virus, un ransomware, un malware qui se propage. En tout cas, à ce moment-là, on ne pouvait que essayer de deviner ce que ce malware était en train de faire. Donc tout a été débranché, les câbles ont été arrachés, et c'est qu'après qu'il y a eu un forensic qui a eu une analyse, une étude qui a été menée pour déterminer ce que c'était réellement et comment s'en protéger. Et donc c'était bien un ransomware. C'était bien un ransomware parce qu'on a appris plus tard que ce ransomware-là était conçu pour attaquer les systèmes Windows et attaque toutes les disques qui étaient attachés en CIFS, en montage local, en SAN. Et donc ça faisait le plus gros de l'infrastructure de cette entreprise. Donc je ne sais pas si c'était un pari de leur côté ou si le groupe criminel qui était derrière tout ça avait déjà récupéré de l'info et ensuite avait envoyé ce ransomware-là. En tout cas, voilà, ils ont fait mouche et complètement paralysé un bon 90% de l'infrastructure. Alors sur la cellule de crise, tu parlais du Cyber Crisis Room dans Teams. Comment s'organise la cellule de crise justement dans ce moment-là? Est-ce que c'est organisé ou est-ce que au contraire c'est un peu chaotique? Déjà le jour même, forcément il y a de la panique, il y a de l'inquiétude, il y a de la colère, il y a de la frustration. Mais dans notre cas, en 2020, il n'y avait que de la panique et on n'était pas préparé à ça. Donc c'était le chaos total. On a dû apprendre dans la douleur qu'il fallait donc dans un premier temps comprendre à quoi on avait affaire, mais également décider, reconstruire les briques essentielles du système d'information afin de pouvoir reconstruire, de redémarrer le business. C'est redémarrer le business, c'est les mots les plus que j'ai entendu le plus souvent durant cette crise, parce que forcément quand l'entreprise est gelée pendant des jours, des semaines, voire des mois, à la pression forcément des directeurs, des achats, puis des clients retombe sur les équipes techniques et en fait ça finit par nous rentrer dans la tête et devenir une obsession. Et comment vous la gérez cette crise-là dans l'équipe? Est-ce que globalement, ça se passe plutôt bien, il y a une cohésion, ou au contraire, c'est un peu, on se tire dans les pattes et on essaie de trouver un responsable? Après l'état de sidération et comme je te l'ai dit, on passe par la colère, on passe par la frustration, on passe par aussi de la tristesse. Quand on arrive à reprendre un peu ses esprits, rapidement, on retourne face au modèle organisationnel qui avait été mis précédemment. Donc le management prend des décisions, appelle les experts à réaliser un plan d'action, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut travailler. Et est-ce que tu pourrais répéter ta question? C'est surtout comment ça se passe sur la cellule de crise, et surtout est-ce que toi t'arrives à garder ton calme en fait? Alors, on est obligé de garder son calme parce que bien qu'on soit des êtres humains qui sommes très émotionnels, on est bien obligé de rester professionnel et d'avancer. On a forcément tous une façon d'agir. Certains choisissent la fuite, d'autres affrontent la difficulté à bras de corps. Moi personnellement, j'étais très passif au début parce que je me disais, je me cachais un peu derrière mon poste et derrière mes responsabilités. Je me disais, je suis apprenti, je ne gère rien, ce n'est pas à moi de gérer. J'écoute, j'apprends parce que je suis là aussi pour apprendre et je verrai ensuite. Ce n'est que lorsque le plan d'action a été établi
et que on savait exactement ce qu'on avait à faire, que là j'ai vu l'opportunité de briller, de prendre l'étendard et de commencer à assumer un rôle pleinement d'administrateur sauvegarde et d'essayer de sauver le système d'information. D'apporter ta pierre à l'édifice. C'est ça. En fait, on se sent impliqué. On n'est pas responsable de ce qui se passe. Voilà, on a des équipes sécurité qui sont chargées de détecter, d'identifier les menaces et d'y remédier. On a des équipes d'infrastructure qui sont chargées de fournir des services d'infra avec les différents composants, les configurations qui vont bien. Et après, on a les métiers qui viennent, eux, apporter ou générer de la valeur à partir de ce que on a produit, mais également parce qu'ils ont pu ajouter à l'infrastructure. Donc, on est tous une équipe, on est tous dans le même bateau. J'aime beaucoup cette expression. On est tous dans le même bateau. Donc, si on a une vague, on a tous les pieds mouillés. Hein. J'aime beaucoup. On a bien cherché des responsables, essayé de comprendre. Tiens, est-ce que côté infra, on a vraiment fait ce qu'il faut côté backup pour se prémunir d'une telle attaque. Côté sécu, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour détecter et alerter et remédier à une intrusion, à une attaque cyber. Est-ce que côté management, ils ont fait ce qu'il fallait pour anticiper ce risque-là. Est-ce qu'il a bien été adressé? Est-ce qu'on a fait les travaux suffisants? C'est d'autant de questions que tout le monde se pose. On se sent tous impliqués. Certains même s'imaginent responsables de ça, mais la réalité c'est que tout ça nous dépasse, ça nous dépasse totalement. On veut avancer ensemble vers cette reconstruction du système d'information et surtout vers la reprise d'activité et remettre l'état nominal d'avant la crise. Sauf que la triste réalité c'est que on ne revient jamais à l'état normal. On a toujours des séquelles, on a toujours des cicatrices de cette attaque et ça se ressent dans toutes les entreprises qui ont vécu une attaque cyber. Alors pendant la crise, il y a quand même une phase importante de communication. Donc tu en plus en plein Covid, en plein début de confinement, donc déjà la communication était compliquée quand tout se passait bien, mais j'imagine que quand il y a eu une crise cyber, ça a été encore plus compliqué de communiquer. Alors est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passait à la fois en interne, c'est la communication auprès des employés, et en externe auprès des clients, des partenaires, voire même des médias si c'est sorti dans les médias? C'était très compliqué, entre guillemets, tout le monde tapait sur tout le monde. Les clients contactaient le management contactait les équipes d'infra, nous on était sous l'eau. Donc la communication était très compliquée, surtout qu'au tout début on ne savait pas encore comment ça avait pu se produire. Puis plus tard, on a su que c'était un administrateur qui avait eu ses identifiants compromis et ces identifiants permettant d'accéder à des rôles à haut privilège sur un certain nombre de machines. Les attaquants avaient pu mettre ce malware sur un des serveurs qui ensuite s'est propagé à l'aide de ces accès administrateurs. Au départ, on ne savait pas et il y a eu une méfiance qui s'était créée et qui était légitime. Où en fait on savait qu'on ne pouvait faire confiance à personne. On ne faisait que des visios. On ne parlait que au micro. On n'écrivait pas grand chose. On essayait de faire fuiter le moins d'informations parce que il faut considérer que tout transfert d'informations est une fuite. Et donc on essayait de toujours garantir l'identité de la personne. On avait des changements de mot de passe à réaliser régulièrement. On avait le MFA aussi à mettre à jour. C'était très compliqué. Donc, communication interne, c'était très compliqué parce qu'il fallait s'assurer constamment de l'identité de la personne. Et ensuite, pour la communication externe, nous on n'était pas impliqués dans ça. On répondait aux questions du management en premier, mais ensuite on a parlé avec le département communication, essayer d'avoir une réponse officielle. Il fallait faire une communication vers l'ANSSI, il fallait faire une communication vers les assurances. Également, on utilisait un logiciel de sauvegarde avec des licences achetées chez un éditeur. On a contacté cet éditeur pour être sûr de bénéficier du support qu'on avait souscrit dans le cadre de notre contrat.
Mais également, on n'était pas en mesure, avec seulement 3 personnes, de réaliser des milliers de restaurations pour reconstruire ce système d'information. Donc on a fait appel à l'éditeur pour avoir de l'aide des professional services, mais également les entreprises de prestations qui nous accompagnaient. On leur a demandé un soutien supplémentaire pour avoir une force suffisante pour réaliser les restaurations et dérouler les procédures de reprise d'activité. C'est vrai qu'on l'oublie assez souvent, c'est que on a beau avoir les bonnes procédures de backup, ça prend du temps quand même de restaurer. Même si on a le bon outil, ça prend quand même du temps. Et justement sur l'arrêt d'activité, combien de temps ça a duré on va dire pour restaurer les applications les plus critiques de l'entreprise? Alors ça s'est fait en plusieurs phases. Tout d'abord, il a fallu rétablir les briques critiques de l'infrastructure. Donc l'Active Directory qui était on-prem, il a fallu au départ le restaurer, puis on s'est rendu compte que la restauration ne fonctionnait pas, il a fallu le reconstruire. Ça a pris plusieurs semaines. Ensuite, une fois que l'Active Directory a été reconstruite, il a fallu restaurer la structure de backup qui au départ était on n'a pas relié l'infrastructure de backup à l'Active Directory car on ne savait pas à quoi on avait affaire. Si il y avait un accès malveillant via l'Active Directory qu'on a découvert plus tard, on se doutait bien que relier des machines à l'Active Directory pouvait causer une autre faille de sécurité. Donc en parallèle, l'Active Directory et le réseau étaient reconstruits, étaient rétablis. L'infrastructure de backup est arrivée juste après le rétablissement du réseau. Et là, on a commencé à restaurer dans la douleur les applications qu'on considérait comme critiques. Je dis bien considérées comme critiques parce qu'on avait une très très mauvaise vision de qu'est-ce qui était critique dans notre environnement. Et donc, pour répondre à ta question, la reconstruction a pris 2 mois en tout et pour tout, entre le moment où on a considéré et commencé à remédier à la crise et la dernière restauration de la dernière application non critique. Il s'est déroulé 2 mois. Ouais, c'est long 2 mois, et après, les étapes sont toujours un peu les mêmes, c'est effectivement Active Directory, le backup, et puis après on remet en place l'infrastructure et les données, mais c'est vrai que 2 mois, il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui peuvent se le permettre, et encore moins des entreprises de cette taille-là. Alors après, c'était encore une fois en 2020, donc peut-être que les temps ont été un peu rallongés suite aussi au Covid et tout ce qui va avec. Mais j'imagine que oui, c'est long quand même, 2 mois à vivre au quotidien, quoi. Et sur ces 2 mois, il y a eu de la pression du management, il y a eu de la pression des équipes dirigeantes de l'entreprise. Comment ça s'est passé ces 2 mois-là? Parce que c'est long quand même pour eux aussi. En fait, on ne se rend pas bien compte au début. Comme je l'ai dit, on est dans un état de sidération, on panique, on ne sait pas trop quoi faire. Puis après, entre guillemets, on reprend ses esprits. Mais on subit tellement une pression constante que le side effect, les conséquences de cet état-là, c'est qu'on ne se rend plus compte de la pression qu'on subit, puisqu'on est constamment dans une pression constante. Moi, à ce moment-là, j'avais de la chance. Je vivais encore chez ma mère parce que j'étais encore en études, et hormis manger et dormir, je passais tout mon temps à travailler de 8h à minuit sans m'arrêter, juste pour manger. Et je mangeais 15 minutes, je gobais ce que j'avais à manger, et je me remettais à travailler. Donc on ne se rend pas bien compte de l'état de pression dans lequel on était, pas que moi, mais également toutes les équipes d'infrastructure qui eux ont des familles, ont des enfants, des fois ont des problèmes de santé. Finalement, on subit de nombreuses sollicitations de la part du management, de la part des clients, de la part de nos collègues qui sont dans le même département ou dans d'autres départements. Donc on pense à l'infrastructure, mais on pense aussi à la sécurité. D'ailleurs, je pense que les équipes d'infra et les équipes de sécu ne devraient pas être séparées, mais ça c'est mon avis. On peut faire des podcasts juste sur le sujet. Ouais. avec plaisir. Tu pourras m'inviter à ces moments-là aussi. Du coup, on est tellement sous pression constante que on fait vite le tri entre avec qui on peut et on veut parler
On peut parler sur des questions d'organisation, mais aussi on peut parler au niveau énergie, parce que forcément quand on travaille aussi longtemps et sur des cadences qui sont aussi élevées, on trouve toute l'énergie du monde pour travailler, mais la réalité c'est que le corps nous rappelle très rapidement qu'on n'est pas des super-humains, et donc on finit à un moment donné par s'écrouler. Et ça t'est arrivé justement? J'ai fait pendant plus de 3 ans après cet événement-là, j'ai eu des cauchemars, j'ai eu des petits troubles paniques en allant au travail, euh, de manière assez disparate. Hein, c'est pas tous les jours, hein, mais à certaines peut-être toutes les 3 semaines, à tous les 3 mois, j'avais des séquelles, des événements qui me rappelaient à cette période-là. En effet, après avoir travaillé pendant 2 mois sur cette crise-là, j'ai demandé à mon médecin de me mettre en arrêt. Et donc j'ai pris 1 mois euh, d'arrêt maladie déjà pour me reposer, mais aussi parce que comme je l'ai dit précédemment, je préparais mon mémoire d'ingénieur, donc je pensais à mes études. J'avais une envie de participer à la reconstruction de ce système d'information, de sauver l'entreprise. Mais je pensais avant tout à mes études et je me suis dit il faut que je me repose, il faut que je prépare mon mémoire et que je récupère mon diplôme parce que sinon ces 3 années d'études n'auront servi à rien. Hum, hum. C'est sûr que c'est pas évident. Enfin, les personnes avec qui je parle pour préparer ce podcast-là ou au quotidien, hein, dans mon métier de CTO chez Commvault, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça qu'on a appelé ce podcast-là PTSD, parce que c'est vraiment cet impact psychologique que les gens ressentent au quotidien, même des années après. Toi, ça fait 5 ans, j'imagine que tu penses encore assez souvent. Alors pour terminer, si tu devais donner 3 conseils concrets à des responsables IT pour mieux gérer une crise cyber, quels seraient-ils? Je voudrais, avant de répondre à ta question, je voudrais dire que euh, cette crise, elle a eu 2 impacts sur moi. Déjà, je ne pensais pas un jour que j'allais vivre un événement d'une telle intensité dans ma vie et aussi jeune. Euh, je ne peux pas imaginer ce que ça peut représenter pour des professionnels de l'informatique qui ont plus de 20 ans de métier et qui n'ont jamais connu ça, quel impact ça pourrait avoir sur eux. Moi, j'ai fait le choix, après cette crise, de continuer à travailler dans le domaine de la sauvegarde et de me spécialiser là-dedans, dans l'espoir de pouvoir aider d'autres entreprises qui rencontrent les mêmes difficultés que nous avons pu rencontrer. J'inclus les équipes de l'entreprise avec moi. Donc, j'espère sincèrement que toutes les personnes qui ont et qui vont rencontrer une crise cyber dans leur vie pourront bénéficier de l'aide dont ils ont besoin, parce que euh, on n'est pas égaux face à cette difficulté et on n'est pas égaux face à cette souffrance que représente une crise cyber dans le cadre de nos métiers. Maintenant, pour répondre à ta question, je m'adresserai au chef d'équipe sauvegarde, infrastructure et sécurité. Il est important de toujours avoir une approche zéro trust et assume breach dans son travail. Il faut être paranoïaque. Moi, dans mon travail, c'est la peur et la paranoïa que je prône par-dessus tout. Protégez vos données les plus précieuses. Mettez du worm, bien sûr, avec de la, comment dire, avec un peu de recul. Hein, ne mettez pas vos environnements de production en danger en mettant du worm partout. Mais il Alors faut Worm, pour ceux qui connaissent pas, c'est write only, read many. C'est en gros du stockage immuable, des données qu'on ne peut pas modifier. immuable et indéniable, des données qu'on ne peut modifier et qu'on ne peut supprimer durant une période donnée. Donc utilisez le worm parce que c'est ce qui aujourd'hui permet de garantir la protection de sa donnée contre le chiffrement, contre la suppression volontaire ou accidentelle notamment. La seule chose qui peut, on va dire, casser du worm, ce serait d'éteindre la machine, de la casser, de la brûler, enfin voilà. Mais après, les data centers sont suffisamment sécurisés normalement pour ça.
La sécurité physique, on pourrait faire un podcast là-dessus, mais la sécurité physique, c'est quelque chose auquel on ne pense pas et qui est aussi très important. Donc vraiment, soyez paranoïaques, protégez les données les plus sensibles, parce que vraiment le jour d'un événement cyber, le jour d'une crise cyber, vous serez content d'avoir pris cette décision de vraiment mettre vos données sensibles dans un vault, de les surprotéger, comme on pourrait surprotéger, couver un enfant. Faites la même chose avec vos données sensibles, c'est le plus important. Et puis, je dirais aussi que les silos sont le plus grand ennemi de l'organisation. Les équipes sauvegarde ne sont pas que des équipes sauvegarde et stockage. Ça, c'est ce que je vois et c'est ce que je constate le plus. Les équipes sauvegarde, elles doivent travailler avec la sécurité. Elles doivent travailler avec les assurances. Elles doivent travailler avec les métiers. Parce que la sécurité du SI, c'est une affaire de tous. Et je constate qu'il y a trop souvent des silos qui sont faits avec une équipe sauvegarde qui ne prend pas en compte le disaster recovery, qui ne prend pas en compte la cyber-résilience et qui ne travaille pas avec les équipes sécu ni les équipes applicatives. Et puis, il faut vérifier tous les ans qu'on est en mesure de restaurer. Faire des POC de reconstruction d'infrastructures sauvegarde, faire des POC de reconstruction d'applis critiques, simuler des événements cyber avec je sais pas un script qui chiffre des machines des données sur une machine, c'est trois lignes de bash, 5 lignes de PowerShell, ça peut se faire pour en tout cas se mettre en condition, répéter, encore une fois ce qui pourrait arriver, parce que on n'est pas capable de réaliser la souffrance et la difficulté que nous fait subir une crise cyber. Oui, le worm, l'immuabilité, l'entraînement, la paranoïa, je pense que effectivement on est bien pour en termes alors encore une fois, ceux qui l'ont vécu le comprennent, ceux qui l'ont pas vécu ont quand même un peu du mal à se préparer, à se projeter. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce retour d'expérience, Dan. Et en préparant cet épisode, tu m'as dit que ça t'a fait du bien d'y repenser, de remettre tes idées un petit peu en forme. J'espère que l'enregistrement t'a apporté un petit peu de réconfort également. Et si vous aussi vous avez vécu une crise cyber en tant qu'utilisateur IT, tout simplement même en tant qu'employé ou en tant que professionnel de l'IT ou professionnel de la cyber, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour venir témoigner, comme Dan, comme Guillaume avant, de manière anonyme ou pas, encore une fois. Merci Dan vraiment pour ce retour d'expérience. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que ça t'a fait plaisir de partager un petit peu. Oui, merci Bastien d'avoir démarré cette initiative-là. Je pense que on devrait tous pouvoir en parler. Déjà un psychologue, parce que c'est très important de parler à des experts de la santé mentale ce que l'on a vécu, mais aussi c'est bien de pouvoir discuter avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous, ou du moins qui sont en mesure de le comprendre, puisque toi, en travaillant chez Commvault, tu es en mesure de comprendre ce que nous avons traversé et quels sont les outils qui pourraient nous aider à mieux se préparer à une crise cyber. Donc merci pour cette invitation, merci à nos auditeurs pour avoir écouté ce podcast. Et puis on n'est jamais parfait sur nos infras, sur nos travaux, on le sait tous. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas parfaits que nous ne pouvons pas tendre vers la perfection. C'est bien dit, c'est joliment dit. Je terminerai là-dessus. Super. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du podcast PTSD. Ils racontent leur crise cyber. Merci.